Ok, donc pour terminer le texturing ici, on va toujours avec la symétrie activée, mais avec la symétrie, l'axe de symétrie, le plan de symétrie caché. On peut aussi, par exemple, rajouter un layer pour modifier les teintes des dents. Alors tout ce que je vous montre, hein, ce sont des exemples, hein, d'accord? Vous pouvez adapter ça vraiment à vos objets et faire exactement ce qui vous chante. Moi ici c'est quelques techniques de mise en couleur qui peuvent être adaptées un petit peu à toutes les situations que je suis en train de vous montrer en fait. Donc là je cache le métal pour pouvoir faire le masque correctement ici en dessous. Vous voyez que je suis en symétrie, donc il n'y a pas de problème. Ça me permet de travailler plus vite. Alors là, je choisis une couleur flashy pour pouvoir bien repérer où est mon masque. D'accord? Donc c'est ce que je fais en général dans ce genre de programme où il y a des masques automatiques où on peut faire des masques et des sélections. Les sélections, j'ai envie de pouvoir les identifier clairement. Donc en général, je prends du jaune fluo pour que ça ressorte bien. Parce que comme ça, ben, je peux vraiment nettoyer ça pour que ce soit bien adapté au modèle. Ok. Et alors, l'astuce ici pour modifier les couleurs, eh bien, c'est de faire un lock transparency dans le layer blending, dans le menu layer blending. Souvenez-vous, c'était là qu'on avait aussi rajouté le clip mask pour les dents et pour les parties métalliques. C'est là qu'on va faire un lock transparency. C'est comme dans Photoshop quand on lock les pixels qui sont dans le calque. Ok. Et là, ça veut dire que maintenant, ben, je peux choisir la couleur que je veux utiliser pour les dents. Donc là, je vais prendre un. Je commençais par une couleur un petit peu désaturée. Et donc, si je fais maintenant un fill layer, donc avec le pot de peinture layer, eh bien, il ne remplit que cette zone-là. D'accord? Et donc, je peux maintenant changer le mode de blending. Donc là, je vais prendre par exemple screen, baisser l'opacité. Et là, je veux teinter légèrement les dents pour qu'elles soient plus claires et qu'elles ressortent. Et là, je peux essayer plusieurs couleurs, plus chaudes, plus froides. Là, je vais prendre des couleurs un petit peu plus orangées. Et quand je clique sur Layer ici, eh bien, il va remplir le layer automatiquement avec ces couleurs-là. Et là, je vois que ce sont des couleurs plus froides qui marcheront mieux, puisque ce sera en opposition avec les couleurs globales du visage. Donc je choisis des couleurs plus froides pour teindre les dents. Et puis quand je remets le métal dessus, j'ai bien les dents métalliques qui apparaissent en plus. Voilà, ça c'était pour terminer avec les couleurs. Ah, c'est un petit détail que je n'ai pas ajouté dans la vidéo précédente. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est préparer la dernière map que j'aimerais bien exporter. Et donc là, je vais créer un nouveau layer que je vais appeler Emissive. Et je vais commencer avec un orange assez vif. Et je vais commencer en symétrie. Et là, je vais... Évidemment, je ne vais pas prendre le pot de peinture, je vais prendre le pinceau. Je vais peindre
l'intérieur des yeux. Et je vais flouter un petit peu le contour. Et alors dans les cracks symétriques, je vais aussi mettre de la peinture. Je commence par celles qui sont symétriques, et puis après j'enlèverai la symétrie pour faire les autres. Ici dans les petits trous, je vais rajouter un peu de peinture aussi, et dans le nez, la partie supérieure ici du trou, j'ai rajouté un petit peu de peinture ici aussi, et puis flouter pour avoir un petit effet de dégradé. Et là, on détermine une zone qui va être en self-illume et qui va donner l'impression qu'il y a comme une lumière qui vient de l'intérieur du crâne. Ok, donc on fait d'abord la position de la couleur de base. Ici, je vais rajouter un petit peu d'émissive là au-dessus. Et alors j'enlève la symétrie pour pouvoir juste faire la petite craquelure du front qui est asymétrique dans mon cas pour rajouter un petit peu de lumière à cet endroit-là. Ok. Et une fois que vous avez fini de poser la première couleur, vous loquez la transparence, vous prenez un jaune orange vif, et on va faire la couleur ici intérieure. Bon, pour ça, je remets la symétrie. Et là, je vais flouter pour faire la transition. Et ensuite, je vais prendre un jaune vif qui tire vers le blanc. Qui tire vers le blanc. Et je vais faire le centre ici de l'œil. Donc le but, c'est d'avoir un dégradé ok, qui vient illuminer la partie centrale. Et alors dans les petits rayons ici, je vais rajouter un petit peu de blanc aussi. Toujours flouter pour intégrer. Ok. Et donc là, vous faites un painting qui vous convient. Et là, je prends un petit peu de rouge. Et sur certains contours, je vais rajouter un petit peu de rouge. Pour repiquer une couleur que vous avez déjà placée, vous cliquez sur V.
Et donc vous pouvez repiquer aussi les couleurs que vous avez placées comme ça, c'est assez simple. Donc V, ça pique la couleur qu'il y a sous le pinceau. Ok, donc un petit effet de Selfillume, on va utiliser cette map-là. Et important donc de bien laisser ça dans un layer séparé. Ok, donc maintenant on va voir comment exporter tout ce qu'on vient de créer. Donc qu'est-ce qu'on a fait on a donc l'emissive map, on a la diffuse map, on a rajouté aussi de la spécularité et des effets spéculaires dans les matières, et on a aussi rajouté du bump, de la normal map avec des petites ridules qu'on a creusées en plus. Alors comment récupérer tout ça? On va aller dans texture. D'abord je sauve, on va aller dans texture ici et on va faire un export et on va faire un all layer color. D'accord? All layer color, c'est-à-dire qu'on va exporter tous les layers ici en couleur. Tous les layers dans lesquels il y a des couleurs vont être exportés. Vous allez voir qu'il y a une petite astuce, on verra ça quand on retournera dans Photoshop. Alors je vous propose de bien sauver ça dans votre dossier 3D Paint. D'accord? Et là, je vais mettre 3D Paint Color. Donc on va séparer les ressources qu'on exporte de la ressource finale et des ressources béquées. On a vraiment notre dossier qui est bien propre. Donc ça, c'était la première chose. Je vais quand même... Ouais, non, ça ne changera rien. La deuxième chose qu'on va exporter, texture export, la roughness. Alors on peut exporter la roughness et la metalness en même temps en cochant store gloss roughness in metal alpha. Donc là, si on exporte la metalness map, on exporte en fait la roughness et la metalness map. Donc on peut cliquer ici. Dans 3D Paint, ça va s'appeler 3DP Metal Rough, puisqu'il y a la metalness et la roughness en TGA. Alors pour exporter la normal map, regardez bien, je vais cacher les couleurs. Oui, dans le layer, bon j'ai dû compresser le layer pour diverses raisons, souvenez-vous on était en mode démo. Vous voyez que j'ai un layer avec de la normal map que j'ai rajouté, d'accord? Et qu'en dessous, il y a la normal map telle qu'on l'a réalisée et béquée. Pour exporter la normal map de 3D Code, je vais cacher la normal map que j'ai importée et n'afficher que les détails que j'ai rajoutés en normal map. Comme ça, on pourra avoir un layer avec lequel on va aller dans Photoshop pour faire un compositing et on pourra encore cleaner certaines choses, gérer la profondeur, etc. des détails qu'on a rajoutés ici. Donc pour avoir plus de contrôle, je vous conseille de ne pas exporter une map complète avec votre baking et les détails, mais d'avoir les détails seulement. Et donc là, vous allez dans Texture, Export, Normal Map en Tangent Space. Et donc là, c'est 3DP underscore normal détail en TGA. Voilà, là on a tout exporté de 3D Code. On peut donc maintenant retourner dans Photoshop. Et ouvrir notre PSD master file dans lequel on a déjà la base de couleurs, souvenez-vous, la diffuse et la normale. On va parquer ça ici sur le côté.
Et on va ouvrir nos ressources Bokeh, c'est-à-dire en mode liste, le PSD avec les couleurs, le TGA avec la metalness et la roughness, et le TGA avec les détails qu'on vient de béquer. Ok? Donc là, on a la normale avec les détails. Ici, on a la couleur avec tous les layers. Bon, vous voyez que c'est un peu spécial. Je vous montrerai ce qui se passe. Et la metalness et la roughness. Donc on a bien la metalness et la roughness dans l'alpha. Donc ça, c'est ce que 3D Code nous proposait. Alors la première texture qu'on va un petit peu regarder, c'est celle qui est un petit peu spéciale. Donc si vous avez utilisé, comme moi, des matériaux smart matériel avec des masques, vous voyez qu'ils n'arrivent pas à récupérer les masques dans Photoshop. D'accord? Donc ils y sont, mais il n'a pas fait les liens. Donc là, j'ai le layer de métal. J'ai mon layer ici dents pourries. Donc là, je dois récupérer la sélection dents pourries. Et je réapplique le masque à ma sélection. D'accord? La normal map, j'en ai pas besoin. D'accord? Et là maintenant, j'ai bien toutes mes passes, l'émissive. Le métal maintenant est à nouveau lié à dents pourries. Alors ce que je vous propose de faire, c'est prendre tous vos layers et de les mettre dans un dossier que vous appelez 3D Paint. 3DP. Et donc c'est avec ça qu'on va aller dans notre master file. Donc dans le sous-dossier diffuse, je me place sur le layer le plus haut et je viens avec Shift glisser toutes nos ressources faites dans 3D Paint. Et là, on peut remarquer une première chose, comme Arthur le soulignait, on voit que la manière de gérer le padding, vous avez vu que quand on a exporté nos textures, il n'a pas demandé si on voulait faire un padding ou pas. Pourquoi? Parce qu'il le fait d'office. Et il fait un padding quasiment infini. Vous voyez qu'il étire le padding super loin. Et c'est ça que vous avez parfois des maps qui sont bizarres. Et vous voyez que quand deux paddings se rencontrent, et bien à un moment donné, hop, ça crée une frontière entre les deux îlots. Et ça peut aller assez loin. Donc il fait un padding quasiment infini. Substance fait, je crois, le même genre de travail. Alors, la diffuse qu'on a récupérée, eh bien, on va pouvoir aussi regarder un petit peu ce qu'il a fait avec. Donc, on a bien le layer gris qu'on avait avant, ça on n'a pas besoin. On a notre texture de base, ça on n'en a pas besoin non plus. La normal map, on n'en a pas besoin pour le moment. Alors, dans Layer Spec, j'avais déjà béqué une série de couleurs qu'on peut voir ici et que je vais garder. Le layer métal avec les dents, on va le garder aussi. La curvature map, eh bien là, on peut aussi l'utiliser en la mettant en overlay. Et vous voyez que ça vient encore rajouter un petit volume à toute l'image. Maintenant, on peut baisser l'opacité par exemple à 50%. Et si vous ne voulez pas que ça vienne salir avec du noir vos couleurs, vous pouvez faire un hue saturation lié en opacité avec le calque, donc lié pardon avec le calque ici, et vous cliquez sur Colorize. Et là vous pouvez choisir la teinte que vous voulez utiliser pour modifier votre objet. Et là, vous pouvez faire des teintes plus chaudes ou des teintes plus froides. C'est vous qui voyez. On peut aussi rajouter un layer de niveau au-dessus pour que les gris soient moins pris en compte, histoire que on modifie plus les endroits creusés. Là-haut, vous voyez qu'elle vient aussi s'ajouter.
Ici, je vais mettre ça à 50% pour ne pas exagérer aussi, mais on peut en profiter. L'émissive, on va laisser ça dans la couleur. Dents pourries, c'est un masque. Et la couleur des dents, on va rajouter ça aussi. Et la couleur des dents, je vais rajouter ça en dessous de la curvature pour qu'on ait l'effet de curvature en plus par-dessus la couleur des dents. Donc, on a récupéré tous les layers et on les a ajustés. Et vous voyez, le fait de pouvoir exporter tous ces layers nous permet d'avoir encore plus de contrôle sur la diffuse au final dans Photoshop. Une fois que vous avez terminé ça, vous pouvez faire CTRL-SHIFT-S en TGA et mettre à jour votre diffuse en 24 bits puisqu'il n'y a pas d'alpha. Donc voilà pour la diffuse. On va exploiter les autres maps. Donc ça, je peux fermer. La normal map. Alors, la première chose, c'est vérifier l'orientation de la normal map par rapport à votre normal map de base. Vous avez vu que quand on a importé, il nous a proposé d'inverser le channel green ou pas. Par contre, quand on a béqué, il nous a pas trop posé de questions, il a béqué un peu à sa manière. Donc là, je vais cacher la diffuse et regarder ma normale. Et là, au niveau de ma normale, je vois que les bleus clairs sont sur le haut et les roses sont sur le bas. C'était comme si c'était illuminé par deux spots, un bleu clair en haut, un rose en bas. Donc là, j'ai regardé la normale que j'ai ici. Ça, ce sont les veines. Ça, ce sont des veines. Et les veines, elles doivent être en relief positif, avec aussi le bleu au-dessus et le rose en dessous. Et on voit que c'est l'inverse. Donc pour pouvoir combiner correctement les deux normal maps, dans ce cas-ci, eh bien, je dois aller dans mon Green Channel, faire un CTRL-I, avant de faire passer ma normal map de 3D côte dans mon master file avec ma normal map béquée de Xnormal. Donc une fois que c'est fait, je copie avec Shift. D'accord, je mets ça dans mon sous-dossier normal map. Et là, je peux mettre en overlay et décocher le channel blue. Et là, j'ai bien mes détails de 3D Code qui sont dans un nouveau layer et qui sont bien orientés. Donc on voit que les veines sont bien en volume positif et que les cracks sont bien en volume négatif par rapport à ma normal map qui est béquée en dessous. Important toujours de bien vérifier l'orientation de vos différents layers de normal map quand vous voulez les combiner et les compositer dans Photoshop. Alors ici, souvenez-vous, j'ai mon layer de zone. Je vais faire un contrôle-clic dessus. Je vais aller dans Select, Modify, Expand 16 pixels et je peux masquer ce que je viens de coller pour avoir un truc encore bien propre. Bon, c'est pas obligatoire, moi j'aime bien les trucs bien propres, comme ça c'est propre. La suite c'est quoi? C'est exploiter la Metal Rough. Donc on va créer deux nouveaux sous-dossiers, très importants, Metalness et Roughness. Metalness et Roughness. Alors la Metalness c'est facile puisque on va prendre le layer de la Metal Rough, on le passe de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'on peut dire de la map de Metalness? Que c'est simple. Il n'y a que les dents en métal. Le blanc c'est ce qui sera métallique, le noir c'est ce qui ne le sera pas. En général, c'est souvent le cas. En général, les maps de Metalness, c'est soit c'est métallique, soit ça l'est pas. Il y a quelques cas de métaux comme certains cuivres, certains matériaux un peu composites, où au lieu d'avoir du blanc, on aura un gris.
Mais voilà, la peau, ce sera toujours tout noir, les habits, ce sera toujours tout noir, les cheveux, ce sera toujours noir aussi. Il n'y a que les zones métalliques qui seront soit blanches, soit légèrement teintées d'un autre gris, mais de manière uniforme. En général, encore une fois. Donc voilà pour la map de Metalness. Et la map de Roughness, c'est important de bien noter que c'est de la roughness, d'accord? C'est de la roughness qu'on a exporté de 3D Code. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que l'opposé de la roughness, c'est la smoothness. C'est la même map mais inversée. Et certains shaders vous demandent une map de smoothness plutôt qu'une map de roughness. Donc il faut retenir le type de map parce qu'il faut savoir que quand on vous demande autre chose que ça, bah, il faut faire une petite manip qu'on verra puisque vous allez voir que le shader de Unity qu'on va utiliser demande de la smoothness évidemment, sinon c'est pas rigolo. Donc on prend l'alpha, faites un select all, CTRL C, et vous allez dans votre channel créer un nouveau layer dans la roughness, vous faites CTRL V, et vous avez votre map de roughness qui correspond à ce qu'on a fait dans 3D Code, c'est-à-dire qu'on avait mis une couleur de spéculaire globale sur tout l'objet, et que le Smart Material avait été placé sur les dents, donc on retrouve la roughness du Smart Material dans les dents. Facile, hein? Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant on a une nouvelle normal map qu'on peut sauver. CTRL SHIFT C en TGA, c'est Skull normal. Ok. On a une map de Metalness qu'on va pouvoir sauver aussi. Et là c'est important d'appeler ça Metalness. Non, c'est pas important. On va pas le faire maintenant. On va pas le faire maintenant, on va juste sauver ça. Pourquoi? Parce qu'on va aller dans Unity d'abord. On va aller voir un petit peu ce que le shader demande avant d'aller trop vite dans l'export de toutes les maps. Ça va? Donc on va mettre tout ce qui est texturing en pause. Et on va maintenant aller chercher les ressources dont on a besoin pour l'intégration. Et là, je vous demande d'être bien attentif puisque je vais vous indiquer des fichiers à aller chercher sur le réseau qui vont nous permettre de continuer l'intégration. Dans votre dossier de travail, pour être propre, je vous propose de créer un nouveau dossier que vous allez appeler intégration. Et qu'est-ce qu'on va aller chercher dedans? Eh bien, dans NetJV Prof Mellard 2017-2018 Q1 Art Cara Design Ressources. Art Cara Design Ressources. Vous pouvez aller chercher trois choses. Unity Mechanism.rar, caracproto_skin.ma et FBX Export, c'est un dossier. Vous prenez ça et vous copiez ça dans votre dossier. Alors, après, qu'est-ce qu'on va faire? On va extraire le fichier rar et on va faire un extraire ici. Et donc là, on a notre projet Unity. Donc je peux supprimer le fichier rar. Bon, je le supprime parce que je sais que je l'ai toujours en backup ici. Vous pouvez garder une version backup du fichier rar aussi pour vous, hein. C'est même indiqué puisqu'on va aller trifouiller dedans et changer les ressources. Et on va ouvrir ce fichier, ce projet Unity. Donc on va lancer Unity. Alors attention à la prononciation, il s'agit bien de Unity. Ok? Si vous prononcez ça Unity, ça veut dire que vous êtes en 3D. En 3D, il prononce Unity. En jeu vidéo, on dit Unity. C'est fondamental. Alors vous voyez que quand vous démarrez Unity, il vous demande de vous loguer. Et donc, si vous voulez pouvoir utiliser Unity chez vous, eh bien, il faut absolument avoir votre compte. Parfois, pour recevoir la validation du compte, il faut attendre plusieurs heures, parfois un jour. Quand ça va bien, ça dure 5 minutes. Ça veut dire que si vous y mettez la veille de la remise, vous risquez de ne pas avoir votre intégration Unity.
si vous n'avez pas créé votre compte à l'avance. Donc, dès aujourd'hui, dès maintenant, créez-vous un compte si vous n'en avez pas encore, mais c'est assez important en fait. Ok. Et donc, ça nous permet de cliquer sur Open et d'aller charger ce qu'on vient de créer dans notre répertoire. Et je vous montre ce que c'est. Donc dans Intégration, vous cliquez sur le dossier Unity Mechanic, vous faites sélectionner un dossier. Et là, il va adapter. Ça a été fait il y a 2 ans, je crois, ce projet-là. Donc parfois, il faut l'adapter au Unity qui est installé, qui est en cours. Donc il transforme un petit peu les données. Et pour commencer, voilà. On va double-cliquer sur la scène intégration. D'accord? Donc la scène intégrée, c'est juste un personnage, un pantin, on va dire, de démo. Et quand on clique sur Play, eh bien, on voit qu'on peut manipuler le personnage. Donc avec les flèches du clavier, on peut le faire courir dans tous les sens. On peut le faire sauter. Évidemment, il ne faut pas laisser la souris sur le Play. On peut le faire sauter avec le clic normal. Avec le clic du milieu, il peut lancer des cailloux. Et avec le clic droit, il se prend des nions en fait. D'accord? Donc ça c'est la scène prototype qui va nous servir déjà faire un premier test d'import-export de Maya, etc. avec des ressources bien particulières. Vous allez voir ce qu'on va faire bientôt. Alors, on va créer donc le pont entre Maya et Unity pour pouvoir voir si on peut modifier les ressources et adapter ça avec nos propres ressources. Donc, vous pouvez lancer Maya 2017. Et alors, dans Maya, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ouvrir. Donc on va aller ouvrir quoi? On va aller ouvrir le fichier Maya que je vous ai proposé de charger depuis ressources. Donc c'est le Characproto underscore skin. Et qu'est-ce que c'est en fait? Eh bien, c'est le fichier source du petit personnage que vous avez dans Unity, qui se trouve dans Maya. Alors, regardez bien ici, pour pouvoir exporter ça correctement en FBX, il faut pouvoir utiliser les presets qui sont ici. Ce sont des presets FBX pour Maya. Le chemin d'installation, c'est celui-ci. Ici, en fait, ça dépend de la version de Maya que vous avez. S'il te plaît? Attends, je vais expliquer. Ok, donc ce chemin-là, s'il existe déjà, vous pouvez déjà mettre les presets dedans. Mais en général, il n'existe pas encore. Comment est-ce qu'on va le créer? C'est la première étape. Faites File, Export All, petite boîte, important. Dans Export All, petite boîte, vous mettez les paramètres FBX et vous faites Edit Preset. Et regardez bien ce qui va se passer. Si je suis le chemin ici qui m'est indiqué et que je vais dans Document Maya FBX Preset. Bon, ici j'ai déjà la version parce que je suis déjà venu dans cette classe-ci pour faire le travail. Dans Export. Bon, pour le moment, il n'y a rien. Si vous n'avez pas encore le chemin, vous allez voir que ici, vous allez faire un Save Preset. Vous allez appeler ça TMP pour temporaire. Vous cliquez sur OK.
Et ce fichier preset va apparaître, voilà, ici, exactement dans le chemin indiqué, d'accord? Donc ça veut dire que c'est bien le chemin dans lequel Maya va aller chercher les paramètres d'export FBX. Si vous n'avez pas ce chemin-là, le fait de sauver les presets va créer cette hiérarchie de dossiers, donc chez vous, elle n'existe probablement pas, vous allez devoir faire cette manip-là pour avoir la bonne structure. Et donc qu'est-ce qu'il reste à faire? Vous allez chercher le carac proto export, CTRL-C, CTRL-V. Maintenant, les presets sont bien au bon endroit. Qu'est-ce que c'est? C'est dans les paramètres d'FBX, il y a des petites cases à cocher, il y a des unités à setuper. Tout est déjà fait pour que ça fonctionne avec carac proto et la scène de prototype de Unity. Ok? Vous pouvez faire close. Et là, ce que je vous propose de faire, c'est faire une légère modification sur le personnage, des points de sa tête, en fait. Donc là, je vais mettre en vertex, je vais prendre ce point-ci, et je vais y faire des cornes de Goldorak. Voilà. Ok. Donc vous faites une petite modif. Vous remettez en mode objet. Et vous faites un file export all. Dans les types de files que vous voulez exporter, vous mettez en FBX. Et dans current preset, vous mettez carac proto export. Ce sont les presets qu'on vient de placer dans les par défaut. Et pour le sauver, vous allez dans Unity Mechanism, Asset, Caractère, et vous écrasez le caracproto.fbx qui est directement dans la ressource, dans le fichier ressource dossier ressource de Unity. Faites Export All, vous mettez Yes. Et quand vous allez dans Unity, vous voyez que la tête et les mains ont disparu. Donc ici, vous voyez qu'il y a une série d'objets, vous pouvez à nouveau les afficher. La tête aussi. Et vous voyez que c'est bien sa nouvelle tête, magnifique. Ok. Donc on a bien créé le pont entre Maya et notre Unity. Faire maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, cette bonne vieille tête de carac proto, on peut la supprimer. Ok. Et on va faire un file import. Et on va aller chercher la bonne vieille tête de squelette qu'on vient de faire. Donc ici, c'est dans le root de mon dossier de travail. J'ai le fichier Maya qui m'a servi à vérifier si le baking était bon, etc. J'importe ça ici. La tête arrive ici, et regardez, souvenez-vous, dans Xnormal, il nous disait « Ouais, la tête est toute petite. » Ben voilà, la tête elle est toute petite. Ça, c'est les 3 cm de tête qu'on a fait. D'accord? Donc c'est normal qu'il râle dans Xnormal, c'est normal qu'on doive faire un mesh scale plus grand. Donc tout est OK. Alors, cette tête, en fait, on va la nommer. Et alors, il ne faut pas nommer ça M_head. C'était le nom de la tête du carac proto. On va mettre M_skull. Sinon, il va y avoir des problèmes au niveau d'intégration, il ne va pas reconnaître les bons modèles, etc. Donc, pour être sûr que ça fonctionne, la tête, on la nomme correctement. Oui, tu peux importer l'OBJ. Ouais. Et objectif, donc, c'est de scaler la tête. Bon, ici, je vois qu'il y a les normales qui sont affichées, donc je vais cacher les normales. Donc on scale la tête et on la déplace pour la mettre à la place de l'autre tête. Et vous pouvez faire une tête trop grosse, une tête plus petite. Vous pouvez caricaturer un peu. De toute façon, ici c'est un petit peu pour tester la filière. Et vous voyez l'os qui est ici au-dessus du cou?
ce sera le root, donc l'os qui va animer la tête. D'accord? Donc essayez de placer la base de la tête au niveau de cet os-là. Au niveau du facial, donc tout ce qui est os pour les yeux, la gestion de la ligne faciale, on s'en fout puisqu'on ne va pas utiliser. Il n'y a vraiment que l'os de la base de la tête qu'on va utiliser, donc ne vous tracassez pas si tout ça est décalé. D'accord? Et une fois que vous avez placé ça, quand vous sélectionnez votre tête, vous voyez qu'il y a toute une série de valeurs dans les translates, les scales, etc. Donc on va nettoyer ça comment? Dans Modify, Freeze Transform, vous voyez que Translate et Rotate reviennent à 0, le scale revient à 1. Donc c'est bien clean. Ça, c'est la première étape. Importer, scaler. Oui, en fait, ici dans Maya, ce qu'il faut vraiment setuper, c'est le nom du shader. Donc ici, on n'est pas obligé d'avoir de texture assignée dans les channels. Par contre, il faut que le shader donc, soit assigné. Donc être sûr que ce soit le bon. Alors ici, on va le renommer pour être bien propre dans Unity. Et alors comment est-ce qu'on va lier la tête au squelette? Là, regardez bien parce que c'est une nouvelle manip. C'est l'introduction de base du skinning. On va donc cliquer sur Root ici, sur le petit plus avec CTRL et SHIFT pour dérouler toute la hiérarchie. Ok. On va prendre notre skull. Avec CTRL, on va prendre la tête dans la hiérarchie, donc l'os qui s'appelle Head. Et alors, dans les outils de rigging, on va faire un skin, bind skin, petite boîte, important, petite boîte. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas skinner à la joint hierarchy, on va skinner au selected joint. Le reste, on peut laisser par défaut. Cliquez sur bind skin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand maintenant je vais prendre la tête du gaillard, du squelette, la tête va bouger. Quand je vais prendre par exemple le cou du squelette, si j'y arrive, le neck ici, eh bien la tête va bouger puisque c'est l'enfant du cou. D'accord? Bon, la suite, vous imaginez, eh bien, on refait un file export all, on retourne dans notre dossier intégration dans Asset Caractère FBX, on s'assure que c'est toujours bien les presets de Carac Proto qui sont dans les presets, on fait un export all, vous vous dites oui, il vous met des erreurs, l'erreur est humaine, et vous retournez dans Unity et encore une fois, bon. Oui. Et donc maintenant, on a bien notre bonhomme avec notre tête. Ok, et on verra la suite après la petite pause. Maintenant que notre modèle est dans Unity, on va aussi donc mettre les textures. Très bien, tout le monde suit. Bonjour. Alors, dans Caractère, vous voyez que maintenant vous avez un dossier matériel, qui est le matériel de notre tête. D'accord? Alors, il y a déjà deux maps qu'on peut importer. Donc, dans notre dossier de travail, on a déjà donc notre diffuse et notre normal qu'on peut glisser à côté de notre matériel. Ok. Et donc on peut sélectionner le matériel, prendre la diffuse et la mettre donc dans l'albédo. Attention, important, la couleur
du shader doit être blanche pour qu'on ait vraiment la couleur de diffuse. Si vous changez la couleur de votre shader, ça se multiplie avec la couleur de votre diffuse, et donc vous pouvez avoir quelque chose de différent que ce que vous vouliez à la base, d'accord? Donc ça, c'est la première étape, c'est la diffuse. Ensuite, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter la normal map dans le normal map channel. Alors, par défaut, c'est tout pourri. Il suffit de cliquer sur Fix Now et plop, vous avez votre normal map qui fonctionne aussi. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre votre lampe, de changer légèrement l'orientation, même carrément l'orientation, pour que les ombres donnent bien dans la vue où la caméra se trouve. Et vous pouvez aussi, oh, c'est pas nécessaire, mais lier la lampe à la caméra. Comme ça, quand vous faites un play, bien, vous avez la lampe qui est dans le bon sens, ok, et on voit votre personnage qui est éclairé. Est-ce que ça va jusque-là? La diffuse de la normal map, ouais. Ensuite, on va regarder le shader. Regardez bien le shader. C'est important de voir que quand on survole le nom, il vous dit ce que vous pouvez lui donner. Donc par exemple, dans le channel albédo du shader, en RGB, je peux lui donner l'albédo, donc la couleur, mais si j'ai une channel alpha, eh bien ce sera la transparence. D'accord? Dans la normal map, il vous demande juste une normal map, c'est ce qu'on a fait. Regardez bien ici au niveau de la métallique. Il vous demande la map de metalness dans le channel red et la map de smoothness dans l'alpha de la map. Ça s'appelle du packing, d'accord? Et regardez bien la nomenclature, ici il s'agit de la smoothness. Donc on a créé une map de roughness, où ce qui était blanc était mat, et ce qui était noir était lisse, et lui il demande une map de smoothness, où ce qui est blanc va être lisse, et ce qui est mat va être noir, l'inverse. C'est là donc qu'il faut faire attention. Dans votre fichier de ressources, et c'est là qu'on retourne dans Photoshop, où on va créer ce que Unity demande. Donc on va faire une nouvelle map en 1024 par 1024. 1024 par 1024. Et cette map-là, en fait, on va aller chercher la metalness. Donc Select All, Ctrl Shift C, et dans le channel Red, on va faire un Ctrl V. Donc on a collé la metalness dans le channel Red, et puis on va créer l'alpha, et on va aller mettre la smoothness. Et la smoothness, c'est l'inverse de la roughness. Donc je vais dupliquer mon dossier roughness, je vais l'appeler smoothness, et au-dessus de mon layer ici, je vais aller chercher un layer de contrôle inverse, et ça veut dire que si je change ma roughness, je viens la coller en dessous de mon layer de contrôle pour avoir la smoothness. Et là donc je fais un select all, Ctrl Shift C, et je colle ça dans l'alpha du matériau paquet que je viens de faire. Donc dans l'alpha, j'ai bien la smoothness et j'ai bien la metalness dans le red. Et donc ça, je vais appeler ça donc en TGA, et ça s'appelle Metal Smooth. Et on sauve ça en 32 bits pour avoir l'alpha, sinon on zappe la smoothness. Ok? Et donc, pour terminer, on importe ça, enfin pour terminer cette étape-là, on importe ça dans Unity. On dépose ça dans
le channel métallique. Il y a moyen aussi de régler la smoothness ou d'augmenter son... Non, pas d'augmenter son power. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a bien les parties métalliques qui sont métalliques et le reste qui est beaucoup plus soft. Il reste une map à importer avant de terminer, c'est la map émissive. Donc dans Photoshop, la dernière ressource que je vais créer à partir de mon dossier ici, c'est la map d'émissivité, on va dire, je sais pas, émissive. Et donc là, je vais créer un layer que je vais remplir de noir. Donc ça, c'est mon BG Black. Et dans ma diffuse, j'ai mon layer émissive, ici. Et avec Alt, je viens le copier au-dessus de mon BG Black dans émissive. Ok. Et là, j'ai ma map d'émissivité. CTRL SHIFT S, donc CTRL S pour sauver le PSD, CTRL SHIFT S en TGA, Skull émissive. Non. Et donc dans Unity, on va rechercher la map qu'on vient de faire, POC. Et on vient placer ça dans le channel d'émission ici. Ok. Et donc là maintenant, on a bien les yeux qui sont brillants en fonction de la map que vous avez créée. Alors, une fois que vous avez terminé, vous vérifiez que tout fonctionne comme prévu. Ok. Et donc là, on a bien notre nouveau petit personnage qui fonctionne. Bon, vous pouvez aller plus loin que ça, hein. Là, c'est vraiment ce que je demande de base. Si vous voulez vous amuser, allez-y, il n'y a pas de souci. Ouais. Une fois que vous avez votre personnage donc, qui court, ce que je vous demande de faire pour la remise, et je vous montrerai le briefing après, vous allez dans File, Build and Run. Pour être sûr que ce soit la bonne scène, vous pouvez aller dans Assets, sélectionner Intégration. Mais bon, voilà, Build and Run. Vous laissez PC, Mac, machin. Vous laissez tout par défaut ici et vous faites un Build. Et là, dans votre dossier de travail, vous allez avoir un dossier qui s'appelle Unity Build. Et vous appelez ça, par exemple, B2C1, nom, prénom, Cara Design, et ça c'est la prod 1, build, et là donc il vous crée l'exécutable en fait que je vous demande de me remettre. Je ne vous demande pas de me remettre ni des fichiers Maya ni des fichiers ZBrush, je vous demande un exécutable Unity, un lien Sketchfab, je vous montrerai après, et des images, je vous montrerai après aussi. Et donc, une fois que vous avez votre Unity Build, vous voyez qu'il vous sauve, attention c'est important de bien être attentif ici, il vous sauve un exécutable et il vous sauve aussi un fichier data. J'ai besoin des deux pour la remise, donc mettez ça bien dans un dossier Unity Build et mettez les deux dedans. Et n'essayez pas de renommer une fois que vous avez sauvé. Il faut vraiment, à la création de la build, de déjà bien nommer, parce que si vous renommez maintenant le dossier, il n'y aura plus les liens avec ce qu'il y a dedans. Donc faites attention. Et donc, vous allez pouvoir me remettre un petit jeu avec votre personnage qui court et qui saute dedans. Ok? Donc c'est ça que je vous demande
pour la remise. Alors, l'autre chose que je vous demande, eh bien, c'est de créer un compte Sketchfab. Ok, donc vous créez votre compte, c'est important. Faites-le encore une fois assez tôt, parce que dans le cas où ils prennent du temps à répondre, ça devient critique si vous faites ça la veille. Et donc, je vais vous demander de uploader votre modèle. Donc vous allez chercher votre OBJ qui a servi pour le baking. Ok, pour le moment, je laisse tout ça par défaut. Et donc il charge le modèle, et donc je vais aller dans 3D Settings pour eh bien, rajouter toutes les ressources nécessaires. D'accord? Donc on a le modèle qui est dans Sketchfab. Dans le premier onglet au niveau de la scène, bien vérifier que vous êtes en PBR. Vous pouvez changer le field of view pour avoir plus ou moins de déformation. Et au niveau du background, en général, je préfère une image bien clean, pas besoin d'un environnement avec plein de détails. Ensuite, le lighting, on le verra après. On va d'abord checker notre matériel. Donc on a bien un seul matériel. La première chose qu'on va importer, c'est la couleur. Bien se mettre en mode metalness, puisque c'est en metalness roughness, en PBR, qu'on a travaillé, pas en spécularité. Donc ici, je vais cliquer sur texture, import texture. Et donc ici, je vais importer la diffuse, l'émissive, la normale. Attention, la Metal Smooth, c'était pour le shader de Unity, donc je ne vais pas pouvoir l'importer tel quel dans Sketchfab. D'accord? Donc bien faire attention. Donc je vais ouvrir ces images-là, c'est les trois que je peux déjà importer. Ok? Et donc maintenant qu'elles sont dans mon système, je peux aller chercher la diffuse, pour mettre dans les channels diffuse. La metalness, on verra après. La roughness, on verra après aussi. Qu'est-ce qu'on peut aussi importer? On a la normal map. Donc on va activer la normal map et on va assigner la normal map. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que la normal map est à l'envers. Faites bien attention à ça. À quoi est-ce qu'on peut voir ça? Eh bien, on peut le voir, par exemple, aux coutures qui sont apparentes ici, à l'arrière. On peut voir ça aussi au nez qui a l'air retroussé, etc. Donc ici, il faut décocher Flip Green, et automatiquement, il vous flippe donc la normale et la remet dans le bon sens. Donc ça, c'est important. Vous pouvez augmenter la spécularité pour bien voir votre normale aussi. Alors vous voyez que ici, il demande quoi? Il demande une map de roughness et une map de metalness séparées. Donc ça veut dire qu'on va retourner dans Photoshop
Et on va, à partir de notre master file, exporter une roughness en 24 bits et une metalness vous plantez pas dans la nomenclature de vos maps, essayez de bien vous y retrouver, vous voyez que c'est assez important à ce stade-ci. Et donc on va importer les deux nouvelles textures. Et donc on peut assigner donc la metalness. Et là on voit que le métal apparaît sur les dents. Et on va importer la roughness. Et là on a bien le côté métallique qui apparaît sur les dents. On peut toujours ajuster la spécularité et la roughness pour avoir un aspect légèrement plus brillant si on le souhaite. Et donc on peut aussi rajouter la map je vais fermer ça parce que j'ai pas assez de place. Hop. La map ici d'émissive pour avoir les yeux qui flashent. Ok, donc ce que vous voyez à l'écran, c'est pas du tout ce que j'ai sur mon écran à moi, c'est beaucoup plus contrasté et il y a trop de spécularité. Donc allez voir les screenshots et les vidéos pour avoir le bon feeling, mais c'est vous qui de toute façon allez gérer ça. Maintenant qu'on a assigné toutes nos textures, on peut retourner maintenant dans l'onglet environnement. On peut activer les lights, le triple lighting, et vous voyez que il y a moyen de faire un éclairage un petit peu plus sympa avec rim light, fill light, etc. Il y a moyen de gérer chaque map, chaque lampe, pardon, et ses paramètres indépendamment. Et son orientation, etc. Et de choisir l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Et là, ça va changer drastiquement le type de rendu. D'accord? Donc en fonction de l'effet que vous souhaitez, vous pouvez changer les environnements ici. Et vous voyez que vous pouvez changer les environnements d'une lampe et automatiquement ça se change dans toutes les lampes. Une fois que vous avez setupé l'environnement, vous pouvez aller dans les post-effects et vous pouvez aussi rajouter par exemple de la sharpness. Vous pouvez rajouter un vignettage par exemple et rajouter un bloom et puis ouvrir le bloom pour gérer le radius, l'intensité et le threshold. D'accord? Donc vous pouvez vraiment customiser votre rendu. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Save Settings et puis vous cliquez sur Publish. Ok? Donc ça veut dire que maintenant, vous avez publié votre modèle. Et comme il est public, bah, tout le monde peut venir explorer votre modèle. L'intérêt pour moi, eh bien, c'est que je peux venir, par exemple, dans Rendering, voir votre normal map en vérifiant que tout fonctionne bien et que tout est dans le bon sens. Ça me permet aussi d'afficher le wireframe et de regarder si votre low poly est bien construit, suit bien les formes de votre
personnage est optimisé. Vous voyez ici que dans modèle information, j'ai aussi le nombre de polygones. 498, donc je peux vérifier que vous êtes bien dans les 500 tris impartis. Ok, donc c'est vraiment un outil sympa qui permet à la fois d'afficher correctement votre modèle, mais aussi de le débugger pour moi. Alors attention, et là je vous demande vraiment de bien regarder cette étape-ci. Ce que je vous demande, c'est un lien Sketchfab. Je vous demande pas un fichier texte avec le chemin, d'accord? Donc regardez ici, dans mon dossier de travail, je vais prendre la petite icône ici et glisser le lien. Et ça, c'est le lien Sketchfab que je vous demande. Donc vous renommerez ça par la nomenclature demandée. Et ça veut dire que je pourrais double-cliquer sur le lien et directement ouvrir votre modèle. Ne me remettez pas de fichier de texte avec le chemin, s'il vous plaît. J'ai ça chaque année. Et voilà, ça commence à être... Ok, dernière chose pour aujourd'hui, c'est vous exposer le briefing. Donc dans les briefings que je vais vous donner, chaque fois vous aurez le nom de l'UE avec les sous-noms voilà, du cours. Donc c'est la production 1 du cours de Cara Design, le projet, la tête de squelette. La demande, donc la réalisation d'une tête de squelette intégrée à Unity, c'est ce qu'on a fait, on a terminé aujourd'hui. Rappel des contraintes, donc je demande d'utiliser ZBrush, le polycount, le baking, les textures, donc la self-illum, elle n'est pas obligatoire. Hein, enfin, vous pouvez l'utiliser, vous avez vu que ça donne un petit effet sympa, mais voilà. Je vous demande la diffuse, la normale, la metalness et la roughness en 1024 par 1024. Et donc l'objectif, c'est de remplacer la tête du personnage de prototype par la tête de squelette que vous avez réalisée. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui pour terminer. Je vous rappelle les ressources à aller chercher. Et donc, à fournir, je vous demande une série d'images. D'accord? Une petite note. Je vous propose de préférer le print screen, donc utiliser la touche print screen de votre clavier plutôt que l'outil capture que je vous avais proposé d'utiliser pour les images de TJ. Pourquoi? Parce que vous allez perdre de la qualité d'image en faisant capture, tandis qu'en faisant un print screen, vous allez garder la bonne qualité pour faire vos montages d'images en fait. Donc faites des print screen à la résolution écran et essayez de maximiser la taille de votre objet dans l'écran. Donc si vous avez Maya d'ouvert, quand vous faites votre print screen par exemple avec la tête du personnage, je vais l'ouvrir comme ça vous verrez exactement ce dont j'ai besoin. Donc quand vous faites ici un screenshot de Maya, vérifiez que vous ayez bien un background gris. Alors pour cycler dans les backgrounds, c'est Alt B. Donc si vous avez ce background-ci par défaut, faites Alt B 2 fois pour arriver au background gris. Ça vous permettra de faire un compositing plus facile. D'accord? Donc il y a le gris foncé ou le gris clair. Et donc dans Display... Heads Up Display, non, dans Display... C'est Heads Up Display? Non. Non, non, c'est pour cacher... Voilà, dans Windows UI Elements, vous pouvez faire un truc qui s'appelle Hide All. Et alors quand vous faites un print screen, vous mettez bien votre objet en plein écran. D'accord? Vous faites un print screen, donc ici c'est Alt Print Screen puisque il y a 2 écrans. Et puis dans Photoshop, vous faites CTRL N, CTRL V, et alors vous isolez la partie que vous voulez garder. Vous faites un masque, et alors vous mettez dans le background la couleur d'arrière-plan, d'accord? Ce qui vous permet de venir faire vos images avec les différents
les différentes vues que je demande, ok, de phase, de profil, etc. Vous faites des backgrounds. Une fois que vous avez fini, vous mettez Restore UI Elements et vous avez à nouveau votre Maya. Donc faites un montage de vos screenshots dans Photoshop pour réaliser les images finales. Alors je vous demande toujours de sauver ça en JPEG haute qualité, pas de compression. Et la nomenclature pour ce projet-ci, eh ben, c'est production, enfin, classe nom prénom Cara Design, prod 1, -01, -02, -03. Vous allez voir que je vous demande une série de 15-20 images à rendre. Et alors je vous demande aussi d'insérer votre classe nom prénom et l'année en bas à droite de toutes les images en Verdana Regular 24. D'accord? Alors c'est précis pourquoi? Parce que j'ai déjà eu du cursive en grand au milieu du screen, ça je ne veux plus. Donc là, je vous demande ça, hop, comme ça tout le monde a la même chose. Je vous demande ça pourquoi? C'est pour la JPO. Comme ça, quand on aura vos images exposées à la JPO, on verra qui l'a fait, dans quelle classe il était, en quelle année il était. Ça va? Euh, La journée porte ouverte, ouais. Alors, je vous demande une image de ZBrush du modèle iPoly, qui comprend les vues de face, profil et trois quarts. Je demande donc des screenshots de ZBrush sans interface. Je viens de vous montrer dans Maya comment cacher l'interface en faisant un masque. Fond gris neutre, donc pas le dégradé noir de ZBrush, comme je vous ai montré là, pas de dégradé dans Maya non plus. Perspective active dans ZBrush au moment des screenshots pour toutes les vues, important. Et mettez le matcap grey, pas le matériel par défaut rouge, parce qu'on voit pas bien les volumes, donc faites des beaux screenshots. Ok? Ça, c'est pour la première image. Donc, faites un photomontage avec les différentes vues. Je vous demande une image Maya du modèle low poly avec wireframe. Alors, pour afficher le low poly avec wireframe dans Maya, bien, vous mettez en numpad 5 et vous sélectionnez votre objet. Attention, ici, j'ai... Donc, c'est Display, Modify... Alors, où est-ce que c'est déjà? Object Display. Non, c'est pas ça. Attends, hein. C'était Mesh Display. Pas du tout. Donc c'est dans Display, Polygone, Custom Polygon Display. Là, je décoche normal. Et donc, soit vous sélectionnez votre modèle et vous mettez un wireframe vert, soit vous le désélectionnez et vous mettez ici un wireframe bleu. On voit mieux le wireframe vert dans les ombres, donc pourquoi pas le wireframe vert. Alors vous me faites une photo de trois quarts, de face, de profil, enfin vous regardez dans le briefing, donc c'est trois quarts face, trois quarts dos, voilà, avec le wireframe. Une image du modèle low poly avec damier. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Vous allez chercher un nouveau shader. Vous créez un nouveau shader Blinn, d'accord? Dans ce shader Blinn, vous allez mettre un 2D texture checker, odd color sur color. Donc là maintenant, quand j'affiche les textures, il y a un checker. Donc toujours bien être en high quality ici. Et alors au niveau des propriétés du checker, je vous demande de mettre des couleurs un petit peu moins contrastées que du noir et du blanc. Donc par exemple du bleu et du bleu clair. Ok.
Et alors, je vous demande dans le Place 2D texture du checker d'augmenter le tiling. Pourquoi est-ce qu'il a mis ça là, lui? Hop. Donc ici, c'est le repeat UV. Vous mettez à 20. D'accord, comme ça, on voit bien votre checker. Et donc là aussi, je vous demande 3/4 face, 3/4 dos pour voir les UV. Dans les paramètres du shader Dublin, vous pouvez aussi baisser un petit peu l'ambient color ou augmenter l'ambient color pour qu'on voit un petit peu mieux le damier. D'accord, donc c'est juste l'onglet ici ambient color que vous pouvez augmenter pour ne pas avoir trop de noir dans les ombres. Donc ça c'est pour la deuxième image de Maya. Une image du modèle avec normal map. Donc là c'est sans wireframe mais avec la normal map. D'accord, donc vous assignez votre shader, vous débranchez temporairement la diffuse et je vous demande donc des screenshots avec la normal map. Donc ça c'est pour la normal map. Alors, je vous demande d'enlever la grille et l'interface et d'utiliser le render high quality pour afficher les textures donc dans Maya. Alors si sous cette image de texture, donc vous sauvez vos 1024 par 1024 de la normal map que vous avez béqué, de l'AO que vous avez béqué, de la curvature que vous avez béqué. Ensuite je vous demande la diffuse, la metalness, la smoothness. Et si vous en avez une, la self-illume. Tout ça en TGA. Et donc c'est pour ça que je vous dis que, ben voilà, en fonction de votre nombre de textures, vous allez avoir différentes extensions à vos JPEG, mais vous n'aurez peut-être pas tous le même nombre de JPEG. D'accord? Une image Unity qui comprend une vue de close-up et une vue du personnage en mouvement. Donc là, c'est dans Unity, vous faites une vue en close-up, encore une fois, sans interface, etc. hein. Donc vous allez maximiser la vue scène ici. Donc vous allez fermer tous vos trucs. Enfin, je vous laisse... Bon, c'est le bazar. Je vous laisse bidouiller. Et en mouvement, bah, donc vous faites play et vous allez pouvoir me faire une image. Donc quand il court, etc. Bon, là... la game elle est ici, voilà. D'accord? Donc vous allez pouvoir me faire une petite image quand il court. Faites un petit print screen quand il court, comme ça je suis content et je vois que vous avez bien intégré ça. La dernière chose, c'est une image beauty shot du modèle texturé qui comprend les vues de 3/4 face et 3/4 dos. Ça peut être des screenshots de votre Sketchfab. Donc vous mettez ça en full screen, vous faites avec Alt, vous placez l'éclairage correctement pour que le modèle soit bien mis en évidence et vous me faites un screenshot 3/4 face, un screenshot 3/4 dos, bien que le 3/4 dos n'est pas très parlant, mais comme ça j'ai les deux et je vois que vous avez bien fait ça correctement. Voilà, et donc la dernière chose, au niveau du briefing, c'est que toutes ces images-là, vous le mettez directement dans votre dossier de remise. Et à côté, vous faites un dossier avec le nom habituel, prod 1, avec dedans les deux bidules que je vous ai demandé de faire aujourd'hui. Donc la build Unity et le lien Sketchfab. Donc vous mettez ces deux dossiers-là dans un dossier que vous mettez lui-même dans votre dossier de remise. D'accord? Donc remise sur le réseau. Au plus tard le jeudi 19 du 10, donc la semaine prochaine à 17h40, dans votre dossier habituel de remise. Donc les images finales produites ne se retrouvent donc pas dans le dossier remise prod 1, mais bien, donc pas dans le dossier ici, mais bien à la racine de votre dossier portfolio à côté des autres images déjà présentes.
Le dossier remise prod 1, donc celui que vous aurez fait ici, se trouve à côté des images. Alors, au niveau de l'évaluation, c'est une évaluation formative, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de notes. Vous n'aurez pas 16 sur 20, 12 sur 20, etc. Mais vous aurez du feedback. C'est le plus important dans votre formation. Je vais vous proposer donc des rendez-vous pour vous donner du feedback sur votre réalisation. Soyez là parce qu'il n'y aura pas un autre rendez-vous et c'est ce qui est le plus important. Le feedback sera la réponse à ces questions qui sont en fait des indicateurs pour voir si vous avez bien atteint les objectifs. Les objectifs sont en gras et les indicateurs sont ici sous forme de questions. C'est les questions que je vais me poser pour évaluer votre travail. C'est les questions que vous pouvez vous poser avant de me rendre votre travail. C'est les questions qu'on se posera ensemble quand on regardera votre travail ensemble. D'accord ? Donc, il y a le respect des consignes, la modélisation high-poly. Donc, c'est tout ce qu'on a vu, hein, étape par étape. Est-ce que les courbes sont bien tendues? Est-ce que la structure du modèle est solide? Est-ce que les informations sculptées sont lisibles au niveau des basses et moyennes fréquences? C'est ce qu'on a vu lors du premier cours. Après, c'était la modélisation low-poly. Est-ce que le low-poly suit bien les formes du high-poly? Est-ce que le polycount est respecté? Est-ce que la définition est bien répartie? Donc ça, c'est les edge flows. Ça, c'est le tree count. Ça, c'est le fait de bien gérer la répartition de votre low-poly. Et est-ce qu'il est propre? Donc, est-ce qu'il y a bien les soften edge? Est-ce qu'il n'y a pas de trous, etc. C'est ce qu'on a vu quand on a fait low-poly. L'homogénéité des UV, le moins de distorsion possible, les coutures cachées, c'est ce qu'on a vu quand on a fait les UV. Donc, tous les objectifs sont développés en indicateur d'objectifs. Donc posez-vous ces questions-là, d'accord? Au niveau du texturing, pareil, l'intégration et le résultat final. D'accord? Pour la prochaine remise, qui sera le high poly de votre modèle, il y aura aussi ce type d'analyse. Et pour votre examen, il y aura ce type d'analyse, mais qui sera cette fois-ci évalué avec une note. Ça va? Ben, bon travail à tous.